Salut Janilène, comment ça va? Ça va vraiment bien, merci. Merci de l'invitation, Alex. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est drôle. Juste avant que je pèse sur le bouton d'enregistrement, on se demandait si on le faisait en anglais ou en français. On va probablement aussi en avoir une copie en anglais de cette conversation-là, puis de cette rencontre-là. Pour les gens qui écoutent, si les gens préféreraient l'écouter en anglais, quoique en disant ça, je comprends que les gens qui préféreraient l'avoir en anglais comprendront rien de ce que je viens de dire. Euh, Euh, ma question depuis le début du shitstorm depuis mars 2020, c'est une question de deux temps, c'est-à-dire à quel endroit es-tu situé sur notre belle planète et comment vis-tu la pandémie depuis que tout ça a commencé? Moi, je suis dans le Nord, je suis dans les Laurentides depuis le mois d'avril. En fait, j'étais au centre-ville dans Griffintown pour les derniers 10-12 ans. Puis j'ai décidé de faire un move dans le Nord et je suis maintenant dans les Laurentides. Puis la pandémie, pour moi, ça a été un cadeau. Je sais que, en fait, je suis un peu tannée qu'on doit se retenir de dire que la pandémie a été un cadeau pour nous, c'est bien passé pour nous, parce que ça s'est passé mal vraiment pour beaucoup de personnes. Puis il y a beaucoup de gens pour Mhm. qui l'impact a été vraiment, vraiment difficile. Moi, en fait, je me suis enfermée. Je suis déjà un peu ermite. C'est pas difficile pour moi de m'enfermer. Je me suis enfermée à Montréal, au centre-ville, dans mon condo et j'ai travaillé parce que en tant que hypno, il y avait de la job. Ouais. Donc comme tous les gens qui ont aidé les gens en cette période-là, j'ai été vraiment très 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 occupée. Donc la pandémie m'a permis d'aider beaucoup de gens. La pandémie m'a permis de me concentrer, de développer mon entreprise également. Donc la pandémie pour moi euh, n'a pas été catastrophique. OK. Tu sais, depuis le début, ben, pas depuis le début de la pandémie que je pose la question, j'ai eu une certaine fascination sur la réaction humaine de la situation. Sinon une inquiétude, sinon juste une fascination, tu sais, le comportement humain derrière ça. J'ai aussi beaucoup d'interrogations sur le phénomène post-trauma ou du moins post-mortem de cet événement-là. Euh, et ça fait quelques fois que je parle de la même anecdote. En passant, j'ai le même. Je pense que je pars avec les mêmes prémices de départ. Je suis moi-même assez ermite. Ma femme, qui est beaucoup plus sociable que moi, qui est une bête beaucoup plus sociable, elle en souffrait plus. Puis elle s'est rapidement dès ça a permis de réouvrir, elle a repris les dîners de La vie filles, les sociale. soupers de filles. C'est ça exactement. Autant que faire se peut. Dans mon cas, à moi, c'est pas quelque chose qui me déplaisait nécessairement, d'être dans mes affaires. Par contre, j'ai toujours aimé recevoir, j'ai toujours. Fait qu'il y a eu un moment où ce que je trouvais ça plus raide parce que justement, je pouvais pas recevoir, puis je pouvais pas aller voir mes amis, mais pas autant que quelqu'un qui est extrêmement sociablé. Puis il y a à peu près un mois, j'ai été invité à aller souper à Montréal, au Mousseau, pour pas le nommer, avec un couple d'amis pour un anniversaire, pour l'anniversaire d'un des conjoints du couple d'amis avec lequel on était. Et, à l'aller comme au retour, il y avait l'ombre de quelque chose. Je sais pas c'est quoi. C'était pas inconfortable, au point que j'étais pas bien. C'était pas. Tu sais, j'ai dit comme à ma femme, c'est comme s'il y a de quoi qui me chatouillait dans le nuque, vraiment Mmh. bizarre, à un point que il y a eu l'ombre de quelque chose qui ressemblait à un certain soulagement quand je me suis assis dans mon char pour revenir De chez nous, revenir. tu sais. Puis là, je n'ai tout de suite parlé, j'ai tout de suite dit à ma femme, hey, c'est bizarre, hein, c'est pas c'est pas de l'agoraphobie, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est juste que euh, moi qui travaille sur, qui devrait travailler beaucoup, beaucoup sur la route, rencontrer des clients, serrer des mains et tout, là, on dirait que ça a développé un pli de ah, on est bien hein, en vidéoconférence, puis on est bien dans ses affaires, puis on est bien,
Fait que ça, c'est pour quelqu'un qui, oui, peut-être est un peu casanier, mais qui, forcément, j'étais quelqu'un de sociable, encore quelqu'un de sociable. Ça a créé ça, tu sais, c'est comme une espèce de tâche, tu sais, que ça a créé, tu sais, qui est petite, mais qui est là. Fait que c'est pour ça que je pense beaucoup aux gens qui étaient déjà prédisposés à avoir, tu sais, de l'agoraphobie, tu sais, vraiment un fond très, très antisocial. Pour moi, j'ai une pensée pour ces gens-là pour qui ça doit être 100 fois plus difficile aujourd'hui quand on leur dit, c'est beau, tu sais, tu peux sortir, tu peux aller euh, retourner dans le monde, tu sais. En fait, le chemin neuronal dans lequel ils sont habitués d'être, dans lequel ils sont confortables, qui est justement l'agoraphobie, tout ça qui est on peut dire c'est un chemin inconfortable mais connu. Donc Mhm. c'est facile pour eux de retourner dans ce chemin-là et de rester dans ce chemin-là, plutôt En que fait, d'aller dans un c'était même une règle pendant un moment de exact. rester là. Exact, exact, que de reprendre un nouveau chemin neuronal qui est pas naturel, qui est pas confortable. Heu, là, en même temps où ton cerveau t'envoie des signaux que c'est peut-être dangereux, parce que là, En pendant plus. 14 mois, 15 mois, 16 mois, 18 mois, on te dit, t'as vu, t'as entendu, puis plus les gens étaient moi, j'ai pas du tout écouté, j'ai complètement fermé la télé, là, je lisais les grandes lignes à chaque jour pour être sûre que je suive les consignes, mais les gens qui étaient à l'intraveineuse, sur les nouvelles, c'est clair que ça crée un état de stress, un état de danger, un état qui fait que si on a déjà des prédispositions, effectivement, à être dans un chemin connu, celui de l'agoraphobie ou de ce type Ouais, de anxiété sociale ou peu importe, ça vient que quand vient le moment de sortir, de créer un nouveau chemin, un nouvel endroit où on est confortable, en plus des signaux de danger que notre cerveau nous ouais. envoie, c'est pas évident. Puis qui mettait certainement de l'huile sur ce feu-là déjà Exact, allumé, tu sais. exact. Et puis tu vois, pendant presque toute la durée de ça, j'ai eu une critique forte sur la gestion médiatique de l'événement, tu sais. Où est-ce que, hem, certains canaux qui, eux, carburent à cette, c'est pas la peur nécessairement, mais carburent, il faut que ça cartonne, tu sais, il faut que ça fesse. Hem j'ai comme l'impression que ces derniers mois, ces médias-là ont comme un peu mis les freins en réalisant dans quel bourbier ils s'engageaient eux-mêmes. Tu sais, où est-ce que ça Mmh mh. devenait, tu sais, moi, j'ai fait cette erreur-là, tu sais, de me brancher sur l'intraveineux comme tu décris au départ, tu sais, que c'était de la nouvelle en continu, je n'étais que devant ça. Quand j'étais pas devant ça, j'étais devant mon ordinateur qui me présentait dans un de mes onglets de navigateur web le dashboard, tu sais, l'espèce de du palmarès des décès. Tu sais, c'était fou, là, ça devenait aliénant, mais tu sais, de façon malsaine. Euh, Puis le constat tu sais, ma critique était dure en disant, faut arrêter parce qu'on est en train de mettre vraiment énormément d'huile sur le feu de gens, c'est pas des gens, mais le feu de phobie ou de paranoïa, tu sais, que des gens peuvent. Là, on fait juste alimenter ça. Ouais, Et en fait, les ouais. gens vont chercher à se conforter, puis en fait, ça fait le contraire. C'est qu'on Mhm. cherche à se conforter en ayant plus d'informations, plus d'informations, plus d'informations, en pensant que plus on a d'informations, plus on va être en sécurité, plus on va être mieux, plus on va savoir, plus on va être préparé. Puis en fait, ça fait souvent l'effet contraire. Moi, en fait, j'avais appris ma leçon, lors des événements du 11 septembre. Mhm. Parce que c'était la seule fois de ma vie où je travaillais pas. J'ai comme une petite période de chômage pendant le 11 septembre et mon conjoint qui était nord-africain écoutait les nouvelles en continu et Al Jazeera, CNN, tout ce que tu veux. Puis moi, je me souviens, quand j'ai eu un emploi, pas longtemps après, je prenais le métro et j'avais peur. J'avais peur, je faisais des cauchemars la nuit aussi. Je me rappelle que tout le monde qui avait un sac à dos, ça me faisait freaker. Fait que j'avais appris du 11 septembre que la télé en continu, dans des événements dramatiques, que pour moi, c'est pas sain. Donc, j'ai pas répété ça avec le COVID, mais je me suis tenue au courant des grandes lignes. À chaque jour, je me disais, bon, c'est quoi la grande ligne? C'est quoi la consigne? Qu'est-ce qui est important que je sache? OK, on passe à un autre appel.
Ouais, Je retourne travailler. tu viens de toucher quelque chose, définitivement que pour moi, le 11 septembre, c'est drôle que tu dises ça. Tu viens de me faire penser que mon je dis là, je fais le calcul vite, vite, là, mais tu sais, un des premiers événements live, ça a été l'assassinat de Lee Harvey Oswald, tu sais, dans les années 60 ou Mhm. 60. Euh, et il y a encore aujourd'hui des gens qui décrivent cet événement-là comme le premier événement, puis après ça, il y a eu l'explosion de Challenger. Mettons, là, tu sais, si je prends des Exact. grands là, tu sais, euh, l'explosion de Challenger, je pense que j'étais soit à l'école où j'étais. Mon père, c'était il est extrêmement fasciné par la quête spatiale. Fait que clairement, je l'ai sûrement vu. Mais le 11 septembre, pour moi, c'est marquant à un point où est-ce que, tu sais, même retourner, j'étais au travail, tu sais, ça jouait sur les téléviseurs de la cafétéria. Puis je me souviens, parce qu'on travaillait tous en informatique, on essayait de trouver la façon d'avoir accès à la nouvelle et tous les sites web étaient écrasés. Tu sais, le web était sur le cul. Euh, et c'est allé très, très, très loin, tu sais, cette espèce de quête-là de la nouvelle, puis de l'information, puis de voir, puis à un point que j'ai atteint ma saturation, par exemple, de euh, comment l'être humain pouvait être sauvage, tu sais, parce que, tu sais, cet événement-là, c'est une chose, mais tu sais, il y a eu les contre-coups de ça, où est-ce que, tu sais, on a mis à jour, tu sais, ce que pouvait être, tu sais, du terrorisme, par exemple, tu sais, ce qui fait que, euh, là, je me suis rendu au bout, puis à un moment donné, je me souviens que, ben encore aujourd'hui, en fait, je suis pas capable de voir quelqu'un tomber en skateboard, là, tu sais, parce que ça, c'est allé trop loin, tu sais. Absolument. Euh, tu sais, il y a des vidéos que je fais, ah non, non, c'est correct. Tu sais, j'ai vu, tu sais, puis tu sais, je fast forward il y a quelques années, euh, il y avait une rumeur qui était confirmée, là, qui voulait que, par exemple, la vidéo de Rocco Magnotta, tu sais, était disponible en ligne, tu sais. Ouais, je me souviens. Et mon garçon qui avait, euh, ça fait à peu près ça, là, 5-6 ans, fait qu'il devait avoir, mettons, 16-17 ans, mais ça avait été le défi, tu sais, en gang de le trouver, puis il l'avait trouvé, tu sais. Puis ce soir-là, il était chez moi, tu sais, c'était sa fin de semaine chez moi, puis il était allé pour se coucher, puis il s'était mis à pleurer, tu sais. Puis il Ah m'avait oui. dit, tu sais, j'ai juste ça, tu sais, j'ai voulu faire mon tough, mais tu sais, là, j'ai juste ça, je suis pas capable d'enlever ça de ma Oui, tête. c'est rentré par les yeux, C'est fini. c'est très ça laisse une empreinte. Puis j'y avais expliqué que dans la vie, tu peux pas dévoir. Tu sais, tu peux, tu peux, il y a bien des affaires que tu peux oublier, mais tu peux pas oublier que tu as vu. Tu sais, c'est Exact. impossible. Tu sais, puis j'ai vu des choses, malheureusement, puis là, je découvrais justement au moment du 11 septembre, j'ai vu des choses que je fais, tu sais, je peux plus, je peux pas me rappeler que j'ai vu ça. Tu sais. C'est la seule affaire que presque tu peux pas faire, tu sais. C'est très Fait que, intéressant. Excuse-moi. ouais, ouais, ouais. Non, non, j'allais dire, c'est très intéressant ce que tu dis parce que dans ce que je fais, moi, je travaille avec les croyances, hein, tout le temps. Puis, OK. en fait, quand les gens, la base du travail que je fais, on va voir les croyances qui fait que les gens sont bloqués ou ont des enjeux, etc. Puis, c'est toujours la même chose. Une fois que tu vois la croyance, une fois que tu vois comment ça s'est fait dans ton esprit, tu peux plus ne plus la voir. Puis, Mhm. tu peux plus y croire non plus quand tu vois qu'elle est pas vraie. Ben oui. Puis tu peux pas nier. Exact. Tu sais, fait que t'es fait, tu sais, puis tu sais, moi, j'étais un maniaque de documentaires, puis tu sais, des fois, ma femme m'a dit, mais comment, pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui, tu sais, récemment, je me suis intéressé à la secte Nexium, tu sais, qui est, tu sais, mais je les ai tous, tu sais, je les ai tous suivis, je les ai tous beaucoup, beaucoup lus ou écoutés. Euh, il y en a qu'on a plus d'informations que d'autres, mais tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup écouté et vu sur Jonestown, par exemple, à l'époque, tu sais, que j'ai trouvé, tu sais, il y a quelque chose qui me fascine, mais tu sais, le documentaire en général, mais il y a quelque chose qui me fascine dans le côté sectaire. Nexium, pour les gens qui savent pas, tu sais, c'est une des dernières où est-ce que le principal intéressé, là, le maître du culte, si vous voulez, là, je pense qu'il a attrapé 160 ans ou 150 ans. C'est incroyable la peine qu'il a reçue parce qu'on considère que c'est une des plus... c'est épouvantable. Tu sais, on est dans tu sais, de la torture mentale, tu sais, mais quand
à force de regarder les documentaires, à force de lire puis d'écouter des podcasts autour, il y a un excellent podcast fait par la CBC parce que le journaliste qui a créé ce reportage-là est un des bons amis d'enfance de une des victimes de cette secte-là qui habite la Colombie-Britannique. Et c'est hyper fascinant. Ce qui est surtout fascinant, en fait, c'est que tu finis par comprendre que les bases sont c'est qu'il a tordu des bases qui sont solides, scientifiques, psychologiques. Les bases, en fait, c'est le dépassement humain, puis c'est beaucoup ce qu'on voit aussi dans le coach de vie traditionnel. Bon, et il l'a tordu, et c'est vraiment à petite dose où est-ce qu'il amène les gens à les endoctriner. À un point tel que pendant l'écoute d'un de ces podcasts-là ou documentaires, je commençais à réaliser que j'aurais pu me faire prendre. Tu sais, si j'avais participé, si j'avais été invité à une de ces conférences-là, j'aurais pas facilement, mais j'aurais pu me faire prendre. Tu sais, parce que c'était extrêmement encourageant le propos qu'il amenait, puis l'espèce de facture qu'il amenait à cette secte-là. Tu sais. Jusqu'à temps, justement, que ça soit identifié comme une secte, puis on voit à quel point les gens ont été complètement déprogrammés. Mais c'est vrai que, comme tu disais, tu sais, à partir du moment que tu vois, tu es capable maintenant d'identifier, tu sais, puis tu es capable de pointer, puis de dire, ça, il y a quelque chose de dogmatique. Là, dans l'exemple que je cite, tu sais, il y a quelque chose de dogmatique là-dedans, puis ça, il faut que je sois prudent, puis il faut que je sois... puis moi, ça me Ouais. fascine, tu sais. Vraiment, vraiment, tu sais. En fait, même dans l'approche que j'ai avec mes clients, je leur dis toujours, moi, je prends toujours une approche holistique. J'aime bien quand mes clients ont un psychologue, un thérapeute, ils voient d'autres personnes, un Reiki Master, peu importe, ils ont une équipe autour d'eux. Ça fait partie du modèle que j'ai développé, la première étape d'avoir une équipe autour de soi. Mais Oui. quand tu rencontres quelqu'un qui veut que tu travailles qu'avec lui ou qu'avec elle, c'est un gros drapeau rouge pour moi. Oui, 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 Je dis ben toujours, oui, c'est un il y a gros drapeau clairement, rouge. ouais, puis tu sais, tout ce qui s'approche du dogme m'inquiète toujours. Tu sais, tout ce qui s'approche de, c'est la façon, puis tu sais, le reste, tu sais, je suis Exact. comme, peut-être que, tu sais, il y a d'autres façons. Puis c'est drôle parce que tu sais, moi, je suis issu de, en fait, il y a 2 grands camps qui 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 règnent au Québec, entre autres, là. C'est le camp des endroits qui sont très, très inspirés des 12 étapes, des 12 étapes des fraternités anonymes, Ouais. issus, en fait, nés de Alcooliques Anonymes. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la réduction des méfaits. Tu sais. Puis moi, l'essai que j'ai fait du côté de la réduction des méfaits, ça a été un échec monumental. Tu sais, ça a été épouvantable. Tu sais, Mmh. en fait, ça a été épouvantable. Épouvantable au point que j'ai recommencé à consommer autant que je l'avais fait avant. Tu sais, pendant plus de 10 ans, même plus que ça, tu sais, j'étais issu des 12 étapes et dans ma tête, il n'y avait presque pas d'autre façon de faire. Tu sais. Mmh. Mais j'avais déjà commencé à lire, il y avait de la littérature autour de le côté dogmatique de la chose en disant, ben, puis c'est drôle parce que dans un de mes premiers podcasts, j'ai rencontré le directeur général d'InfoSect, puis tu sais, moi, je m'attendais en le rencontrant, tu sais, parce que mon agenda n'était pas nécessairement prédéterminé en faisant le podcast, mais tu sais, je rencontrais le directeur général d'InfoSec, dans ma tête, on était parlé de, tu sais, de la totale, tu sais. Mmh mh. Puis il m'avait dit, ben non, puis il dit, il y a des endroits extrêmement intéressants qui peuvent être étiquetés comme une secte, mais ça devrait pas être péjoratif, tu sais. Alors, dans ce cas-là, euh, le côté des 12 étapes puis des meetings anonymes, ben oui, il y a quelque chose de dogmatique là-dedans, puis il y a peut-être quelque chose d'un peu sectaire, mais c'est extrêmement positif, puis ça sauve des vies, tu sais. Ouais. En fait, moi, je dis toujours, je voudrais pas voir un monde. C'est drôle parce que moi, j'ai grandi avec les 12. Moi, en fait, je suis issue d'une famille où, il y a de nombreuses personnes qui sont, puis j'ai grandi vraiment avec les 12 étapes, là, allant à Alcooliques Anonymes, all the way, tellement que j'en avais mal au cœur puis que j'avais même je vivais beaucoup de rejet par rapport à ça. OK. Des fois chez nous, entre enfants, on s'appelait la maison Jean Lapointe, là, dans le sens qu'il y en avait toujours quelqu'un chez nous qui dans notre famille qui venait, qui avait un enjeu que dont mes parents s'occupaient, et Aidait, cetera, ouais. aidaient. Fait que quand j'ai eu mon propre
rétablissement à moi, il y a 3 ans et demi, quand je suis devenue sobre, en fait, j'ai fait un mélange. J'ai fait les 12 étapes au départ, puis j'ai fait toutes sortes de 12 étapes, là, méditation, et cetera, en ligne surtout, et cetera. Et j'ai développé une approche et holistique. J'ai fait d'autres groupes comme Recovery 2.0, différents groupes, différents endroits, différentes approches, mais j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai tellement baigné dans les 12 étapes depuis ma naissance, en fait, euh, que même si je voulais m'en sortir, même si je voudrais en sortir d'une Ou certaine les façon, éviter. Ouais. exactement, sont là. Quoique j'avoue que je ne les ai pas fait. J'ai pas, Travailler, j'ai pas ouais. travaillé les 12 étapes, je les ai pas fait, j'ai pas pris de parrain, de marraine, j'ai pas fait tout ça. J'ai fait beaucoup d'autres choses. Euh, euh, mais oui, quand j'étais enfant, le côté sectaire, dogmatique, les phrases de mes parents, notamment tout le temps, je peux dire que ça me tapait vraiment sur les nerfs. Ouais, mais puis je t'entends, tu sais, puis mon parrain me dit toujours, tu sais, au lieu de les travailler, est-ce que tu pourrais les vivre, tu sais? Oui, Et l'exercice, beaucoup avec lui, c'est souvent d'identifier, tu sais, les gestes que je fais dans ma vie quotidienne, est-ce que c'est de l'ordre ou issu d'une de ces 12 étapes-là? Tu sais? exact. Et à la limite, j'aime mieux appliquer cette espèce de comment je peux dire ça? L'espèce de manuel de vie, tu sais, très universel, là, tu sais, puis je trouve qu'à travers de ça, il y a quelque chose de, à la limite, tu sais, sans le côté très fraternel de la chose, tu sais, c'est comme un guide de vie universel que tu peux appliquer dans n'importe quoi, puis tu sais, tu peux te servir de ça, puis je trouve que, tu sais, tout le monde aurait intérêt à le lire. C'est un peu comme comment que les principes de Toltec, là, tu sais, je pense que Oui, c'est ça. les 4 Tu sais, accords Toltec. tu sais, pour moi, c'est ben, tu sais, si tu suis ça dans ta vie, tu risques de bien t'en sortir. Ça devrait Exact. bien aller. Ce que le podcast, par contre, m'a amené, c'est que je, à la limite, je croyais que c'était à peu près la seule façon de s'en sortir. Tu sais, j'étais très, très, très. Je revendiquais que, tu sais, c'était la seule, c'était un peu la seule option, tu sais. Surtout que j'avais échoué avec la réduction de méfaits. Fait que dans ma tête, c'était, bon, ben, écoute, t'as pas mal de choix, là. Tu sais, tu suis le principe des 12 étapes ou euh, puis le podcast m'a permis de m'ouvrir les yeux sur un paquet d'autres avenues, puis un paquet d'autres qui souvent sont inspirés. Là, tu sais, on se le cachera pas. De toute façon, il y a une universalité des 12 étapes que tu peux presque pas t'en déjouer. Tu sais, forcément, dans la vie des gens qui se rétablissent, là, qui essaient de devenir de meilleurs êtres humains, va se retrouver des principes ou des morceaux, tu sais, on va morceler les lignes, les grandes lignes universelles qui inspirent les 12 étapes, puis tu fais comme, ben oui, tu sais, ça ressemble forcément à ça. Pardonner à l'autre, tu sais, reconnaître ses propres défauts, tu sais, les avouer, faire de l'inventaire, tu sais, euh, ça faire un journal, là, qui est l'équivalent de l'inventaire. Ben forcément, je pense que ça fait Exact. partie, tu sais, d'un processus de rétablissement, probablement de n'importe quoi aussi, là, tu sais, que ce soit même un choc, tu sais, ou un trauma dans la vie de quelqu'un, tu sais, on va l'encourager de faire toutes ces choses-là aussi. Fait que, tu sais, je trouve ça, il y a absolument rien de malsain à tout ça. Fait que ça ressemble, tu sais, pour moi, c'est- le podcast m'a aidé à ouvrir mon esprit à énormément d'avenues, tu sais, puis c'est drôle parce que là, ça fait 3 4 ans, donc peut-être, là, ça y est, il y a 10 ans, 8 ans à peu près, ma femme, elle a commencé toute la formation, puis elle est maintenant formée complètement en PNL, tu sais. Oui, Fait que, tu sais, il y a tout un côté, un volet là-dedans qui peut aider, puis qui peut, tu sais, fait que je suis comme, ben oui, tu sais, évidemment, tu absolument. sais, avec du recul, En fait, ouais, en fait, les 12 étapes, pour moi, ces groupes-là, je veux pas voir un monde sans ces groupes-là actuellement, parce que des millions de personnes que ça a aidé, que ça aide, qui sont capables de maintenir une sobriété, d'autres personnes sont en abstinence, d'autres personnes sont en sobriété, peu importe, je veux dire, il y a déjà beaucoup moins de dommages autour d'eux. De oui, leur famille, de leurs enfants au travail, au niveau de la société. L'impact est immense au niveau de la société en termes de absolument. quand une personne devient sobre, quand une personne, en fait, euh,
est plus en mode de destroy autour d'elle et d'elle-même, et en termes de soins hospitaliers, en termes de soins de besoins, en termes de tout ce qu'une personne, en fait, impacte négativement quand elle est en situation d'addiction. Et ben en fait, c'est pour moi, c'est le to go place. Tu sais, moi, je dis toujours, c'est la place à aller en premier. Tu sais, Par vas-y, défaut. va Ben oui, voir, vas-y, absolument. va voir. Moi, je me souviendrai toujours le jour où il y a une fille assise en face de moi, puis c'était sur Saint-Denis, il y avait un groupe qui était de méditation en même temps, en tout cas, et qui avait des gongs puis tout ça. Puis il y avait une fille qui était là puis qui raconte son histoire de vin, puis tu sais, des filles puis le vin. Puis là, c'est comme la première fois que j'ai vu qu'il y avait une autre femme de mon âge qui vivait vraiment la même chose que moi. Puis 3 ans et demi plus tard, là, ou 3 ans plus tard, je me souviens encore de l'effet guérissant que ça a eu sur moi. Juste Absolument. d'être capable de voir qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment un copier-coller de vie un peu comme la mienne et que je la trouvais belle, cette personne-là. Fait que Mhm. toute l'idée de dire, ben, tu sais, finalement, peut-être que moi aussi, je suis belle, je suis une belle personne aussi. Peut-être que finalement, moi aussi, toutes les croyances, on va en reparler, mais tu sais, toutes les croyances qui sont à la base souvent des problèmes de dépendance. Tu sais, je suis pas assez, je suis pas capable de connecter, je suis trop différent, etc. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Je suis pas assez, c'est vraiment une des grandes, grandes croyances qui est à la base des gens qui ont des dépendances, de ce que je vois dans ma Oui. pratique à moi. Puis c'était une de celles que j'ai mis plus de temps à intégrer puis à changer, mais moi, je dis c'est par défaut. Si tu as un problème d'alcool, tu as un problème de dépendance, ça va tout croche. Garde, Va au moins va voir. au moins voir, tu sais, puis ils sont Ben oui. organisés, il y a des groupes partout, round the clock, t'en as en ligne, etc. C'est ce que j'allais Vas-y, dire, tu sais, vas-y. comme groupe communautaire bénévole, Exact, tout 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 groupe confondu, il y a exact. peu d'équivalents au monde. Je Exact. veux Puis dire, prends ce tu qui fait sais, ton affaire, tu sais, je veux dire, prends ce qui fait ton absolument. affaire, qui te fait du bien, et puis, tu sais, je veux pas voir un monde actuellement où est-ce qu'il y a pas, de mouvement comme ça qui existe pour aider les gens, qui est gratuit, il faut le dire, qui est gratuit, qui est Absolument. disponible round the clock. Je veux dire, Tout le temps. c'est exact, non, 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 puis pour les gens là, qui, tu sais, qui se sentiraient mal, ou tu sais, il y a des endroits, moi, que c'est des invités américains qui m'ont parlé, par exemple, de intherooms.com, tu oui, sais, je suis allée in the rooms. moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que je connaissais pas cet endroit-là avant que la pandémie frappe. Je suis resté, tu sais, je suis resté même tu sais, surpris à quel point, tu sais, toutes les fraternités basées sur les 12 étapes et plus encore s'y retrouvent à toute heure du jour et de la nuit, Ouais, à tout moment, de partout à travers le monde, forcément dans toutes les langues. Tu sais, si tu trouves pas ouais, ton compte là-dedans, ne serait-ce que pour, comme tu le disais, Jeanne-Hélène, tu sais, ne serait-ce que pour te reconnaître et t'identifier, exact. parce que c'est une des, une des choses aussi, tu sais, tu disais, de pas se sentir assez, c'est une chose, mais aussi de sentir, de souvent croire qu'on est seul à vivre ces émotions-là, tu sais. Exact, Euh, Fait que le sentiment fraternel que tu peux retrouver avec peut-être quelqu'un de la Nouvelle-Zélande, tu sais, ça peut être suffisant pour dire, ah ben crime, je suis pas tout seul, puis tu sais, je pars de là, puis fait que ouais, exact. moi aussi, tu sais, forcé d'admettre que je leur dois énormément et que mais ça m'a permis de trouver un parrain tu sais, qui a plus de 80 ans, plus de 45 ans, je pense, d'abstinence. C'est quelqu'un qui est d'une sagesse incroyable, que je peux appeler à tout moment pour n'importe quoi qui m'habite. Puis ce que ça crée, en fait, c'est qu'au fil du temps, ça fait plus de 15 ans que je le connais. Euh, mais en fait, ce que ça fait de rencontrer quelqu'un comme ça dans sa vie, c'est que on développe un réflexe de connaître les réponses soi-même. Tu sais, on commence par, tu sais, on commence par, je l'appelle, il me dit ce qu'il pense ou il me dit ce qu'il en pense. Et après, on développe le réflexe de qu'est-ce qu'il me dirait si je l'appelais? Absolument, absolument.
Puis éventuellement, ça devient notre réflexe d'instinct de le penser de la façon sage qu'on devrait le réfléchir. Tu sais. Euh, Puis ça marche. Tu sais, fait que forcé d'admettre ça marche. Geneviève, on prend beaucoup de temps là-dessus, mais moi, je trouve ça super important de parler de tout ça. Mais je veux qu'on parle de toi. Tu sais, je veux qu'on ramène un peu la cassette, comme je fais un peu avec tous mes invités. Euh, Tu ramènerais la cassette de ton histoire à quel événement marquant dans ta vie? Tu sais, tu m'as parlé de ta jeunesse où est-ce que tu côtoyais les fraternités anonymes, que ça faisait partie de ton paysage familial. Euh, mais tu me ramènerais ça où si je te le demandais un peu à la volée comme ça? Mon enjeu d'alcool, quand est-ce que ça a commencé? Oui, OK. ouais, On peut allons-y avec commencer ça. là. En fait, Oui, j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle Comment je suis devenue ça? Puis en fait, ça a commencé, j'avais 12 ans. L'idée, j'étais pas, je faisais de l'anxiété sociale, mais à l'époque, je ne savais pas. En fait, je l'ai su dans les formations que j'ai fait dernièrement pour aider les gens. Quand je me suis formée pour aider les gens qui font de l'anxiété, je me suis rendu compte à quel point moi, j'étais une personne anxieuse. Et il y a souvent une cohabitation entre l'anxiété et les dépendances, notamment la dépendance à l'alcool, etc., parce que c'est une façon de... Fait que j'étais jeune, j'avais 12 ans, j'étais anxieuse socialement, je me sentais pas assez belle, pas assez de la gang, je me sentais awkward, je me sentais déconnectée, différente, trop, j'étais nerd, j'étais bully à l'école, en tout cas, toutes ces affaires-là. Puis bon, j'ai commencé à boire. On avait une seule bouteille d'alcool dans la maison qui était un cadeau que mon père avait eu, un cadeau corpo, parce qu'il n'y avait pas d'alcool dans ma maison. Et en fait, je me cachais pour en boire avant d'aller à l'école. Ça a commencé comme ça, j'avais 12 ans. Et après, ça s'est transformé. Après ça, ça c'était l'alcool des premières années. C'était l'alcool, je te dirais, de la fille qui était anxieuse, qui faisait de l'angoisse, l'anxiété, etc., anxiété la sociale. fratrie a l'air de quoi, Janine? Tu sais, J'ai, grosso modo. je suis l'aînée. J'ai deux frères, une sœur et puis OK. ensuite deux frères. Euh, Qui ont et ça aussi? Est-ce que je suis eux. pas habilitée à, je vais OK. pas, non, je laisse leur OK, histoire, non, mais non, non, c'est mais ça. quand je dis ça, c'est pas autant de Mmh. l'espèce de diagnostic clinique, là, mais est-ce que c'était un climat, C'était pas un est-ce climat que qui nous amenait à, c'était pas un climat qui euh, était qui était propice à ça? propice à ça. OK, Pas parfait. du tout, pas du tout. Ben, en fait, tu sais, je veux dire, tu sais, on peut dire que dans la maison, exemple, il y avait pas d'alcool, il y avait pas les parties, tout ça. Au contraire, on était encouragés à aider les gens, etc. On allait dans plein de meetings. Donc, je veux dire, c'est plutôt le contraire, je dirais. Mais il y a, tu sais, il y a quand même toujours, il y a plusieurs facteurs qui amènent ça, mais cette croyance-là, moi, je l'avais vraiment très forte, c'est que j'étais pas assez là, puis que j'étais socialement awkward. Puis là, Dans je me le suis mis à classique, boire. Ouais, mais dans le classique nature or nurture, exact. tu pencherais du côté du nature. Oui, exact. Dans ce cas-là, effectivement. Oui, absolument, 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 totalement. Et là, en fait, l'alcool est devenu mon lubrifiant social, où est-ce que là, c'était ma façon d'avoir des amis, d'être drôle, d'avoir du plaisir, de faire D'être partie de la cool. gang, d'être cool. Fait que là, je me suis mais je buvais toujours plus que tout le monde, tu sais. Mais moi, je le savais. Tu sais, que je buvais plus que les gars même, tu sais, que je buvais toujours plus que tout le monde. J'avais toujours besoin d'aller au bout, de boire, boire. Puis après ça, tu sais, je dirais dans la vingtaine, ça a été pas mal ça, on voyage, etc. Puis là, dans la trentaine, ça a été la famille, ça a été boire en rentrant du travail. Puis c'est là que l'alcool est vraiment devenu mon compagnon. Mon compagnon, je rentre du travail, je prends de l'alcool. Tous les soupers, il y a de l'alcool. Mon conjoint buvait pas, puis mon conjoint aimait pas que je boive. Donc, ça faisait aussi des tensions entre nous. Donc, j'ai bu jusqu'à 40 ans. Je te disais, là, c'était devenu mon compagnon. Puis, je voyageais beaucoup pour le travail, fait que je buvais. Mais à 40 ans, je me suis séparée et c'est là que je dirais que de 40 à 50, là, ça a été ça a été, j'avais une vie vraiment, euh, la femme libre de 40 ans, qui sort et Déploie tes qui ailes. déploie ses ailes, qui a une belle carrière, qui a un peu de sous, qui voyage. Tout paraît super bien sur les médias sociaux. Et c'est là que ma descente, c'était 10 années
effrénée là, de boire non seulement à tous les jours, mais où tranquillement, vraiment, la solitude, puis là, tranquillement, des choses awkward, tu sais. En dernier, mon fils a un accident de moto, mon beau-fils a un accident de moto et on m'appelle l'après-midi pour aller à l'hôpital pour m'annoncer je vais pas à l'hôpital parce que j'ai déjà bu une bouteille de vin il y a 3 heures de l'après-midi. J'ai trop honte, mais dans le fond, j'étais pas saoule, j'étais très fonctionnelle. J'aurais pu y aller si ça avait été une fois dans ma vie que j'avais bu une bouteille de vin l'après-midi. J'aurais dit, hey, écoutez tout le monde, j'ai bu du vin cet après-midi, mais j'arrive, tu sais. C'était pas ça du tout, Absolument. tu sais. Après un anniversaire d'une tante que j'aime beaucoup, mais c'est à Terrebonne, puis moi je conduis pas, puis je bois pas. En fait, je fais pas jamais les deux, fait que je préfère rester chez moi que d'aller à Terrebonne, de pas prendre d'alcool pour aller au party d'un anniversaire d'une de mes tantes qui s'est super bien occupée de moi, qui est une super bonne personne. Donc, des choses comme ça ont commencé, me lever le matin, le cœur qui bat. Puis là, ma consommation d'alcool augmentait, jusqu'à temps que je perde mon emploi. Et là, je l'ai eu 1 année et demie où est-ce que là, tu commences à boire à midi, puis tu sais, tu te couches tu commences avec de la bière, tu prends du vin de l'après-midi, puis là, tu prends du rhum pour t'endormir, puis tu t'isoles de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et un soir, J'ai juste des questions ouais, pour oui, toi. vas-y, je peux parler longtemps, fait que tu fais bien de m'arrêter. Non, mais en fait, il y a 2 questions quand que ça arrive. Tu sais, c'est drôle parce que j'avais l'image de, tu sais, je disais de déploie ses ailes, tu sais, c'est l'envol à la face du monde, c'est la chute à l'intérieur de toi. C'est vraiment Exact, une image exact, fascinante. absolument. Euh, il y a 2 questions qui me viennent en tête. La première, tu m'as dit que tu savais déjà très jeune que c'était trop, tu sais, que c'était plus que. Exact. Évidemment, il y avait un vocabulaire à la maison, fait que j'assume que, tu sais, il doit y avoir une corrélation entre tu sais, comment ça s'exprime ou comment toi tu guéris ou en tout cas tu penses la plaie de ton anxiété avec l'alcool et cette espèce de vocabulaire-là ou les blocs de fondation que le, le- le- la maison a mis en toi. Tu sais. Fait que, Ah oui. Ma première mais brosse, mon père m'a dit, tu sais, ma première brosse, je me souviendrai toujours, je vomissais dans la toilette, puis mon père m'a dit, tu sais, Jenny, l'alcool, tout ce que tu veux faire, tu le feras pas, puis tout ce que tu veux pas faire, tu vas le faire. Puis ça a été mon speech à 13 ans. Et ça s'est avéré effectivement vrai. est-ce que c'est. Tu sais, tu me parles de justement entre 40 et 50 ans où est-ce que là, ça te dégringole. Est-ce que c'est là que tu as tes premiers matins en te disant ça peut pas être ça ou c'est plus tard que ça arrive? Ça Tu sais? fait même pas ça. En fait, les croyances que j'ai à ce moment-là, c'est je peux pas arrêter. Je suis incapable d'arrêter. J'ai tout fait pour essayer d'arrêter, ça marche pas. Je bois moins la fin de semaine, je bois juste un petit peu. Au début, tu veux pas arrêter, tu veux juste réduire ta consommation pour continuer à boire le plus Absolument. longtemps possible, right? Fait que non, j'essaie juste la fin de semaine, ça marche pas. J'essaie juste un verre de vin, ça marche pas. J'essaie 30 millions de choses, ça marche pas. OK. OK, ben là, je suis pas capable d'arrêter. Là, c'est la croyance, je suis pas capable d'arrêter. L'autre croyance après, c'est si j'arrête, ma vie va être plate. Parce que là, ton univers, c'est rendu l'alcool. C'est plus parler avec la personne qui est devant toi. C'est s'il n'y a pas de bouteille de vin entre toi et la personne, t'as Ça pas le goût donne d'être rien. là. Ta relation Mais est non, avec la bouteille et pas avec la personne, absolument. right? Fait que si j'ai pas de vin dans ma vie, si j'ai pas d'alcool dans ma vie va être plate. Et juste avant de perdre mon emploi, j'étais hyper fatiguée. Puis j'ai dit à une de mes amies, qui est aujourd'hui une partenaire d'affaires, Josée, je vais aller en vacances, mais je ne veux pas revenir fatiguée. Elle m'a envoyée à l'ashram aux Bahamas, où est-ce qu'on ne boit pas pendant une semaine. Je suis passée une semaine à faire du yoga, de la méditation, puis à pas boire. Puis c'est la première fois, ça a été comme la graine dans ma tête que, wow, j'étais tellement bien, j'ai pas bu de la semaine, j'ai pas eu envie de boire, je comprenais pas. Mais dès que je suis sortie de l'ashram, là, j'ai cherché un bar. Puis là, c'est clair, c'est Ben clair oui, que je suis allée boire. Mais j'ai semé la graine que et la croyance que finalement, c'était possible. c'était possible. C'était Et possible. donc, quand tu perds ton emploi, tu me dis que là, ça dégénère, Oui, tu sais, c'est la pédale dans le tapis. ça dégénère. Euh, Ça Est-ce que dégénère. tu m'as parlé de ton père à 13 ans. Est-ce que tu l'entends? Tu sais, je prends pour acquis que il y a des gens abstinents et ou sobres autour de toi, sinon dans Absolument. ta famille, sinon. Absolument. Est-ce qu'on commente
Non. Tu En fait, moi, non? personne. Et puis c'est ça l'histoire. C'est comme ça que je suis arrêtée. En fait, au premier commentaire, j'ai arrêté. C'est drôle parce que, en fait, jamais personne m'a parlé de mon enjeu d'alcool. Puis il y a même des gens que quand j'ai arrêté, qui sont restés surpris parce que j'étais hyper fonctionnelle. Sauf que Et dans ma famille, vigilante, ouais. ouais, et dans ma famille, comme on connaît bien c'est quoi les enjeux d'alcool, ben c'est sûr que eux, ils voyaient, ma mère, elle voyait les choses venir, tu sais, puis mon père voyait les choses venir aussi. Mais comme j'étais à Montréal, eux étaient à la campagne, puis que si je voyais quand je prenais de l'alcool, c'était aux fêtes, etc. Fait que c'était comme normal parce qu'on avait tous grandi, puis tout le monde buvait, puis c'était bien correct, tu sais. Fait que l'idée, c'est qu'un soir, je suis avec un de mes amis, Robert, puis là, on clenche ce soir-là. Je pense qu'on prend 3 bouteilles de vin, je sais pas trop en tout cas. Anyway, puis j'ai un copain, puis on se texte, puis là, il me dit, hey, l'alcool te monte au cerveau, puis c'est pas le fun. Et ça a été mon déclic. Ça a été comme le mot cerveau. Quelqu'un que je respecte, une personne vraiment que je respecte beaucoup, que j'apprécie, qui est un homme intelligent, qui commence à voir que j'ai un problème. C'est parce que là, j'ai vraiment un problème, parce que je l'ai vraiment caché, je l'ai vraiment, tu sais, fait que là, j'ai un problème. Je me suis levée le lendemain matin, je lui ai texté, j'ai dit: «C'est jour 1 aujourd'hui, je boirai plus jamais» et ça a été terminé. Je n'ai plus jamais rebu. Heu, mais ce texto-là, ça a été comme wow, OK. Ça a été mon wake-up call. Hem, ça a été ça. Ça a été fini. Puis après Et ça, ben donc là, lui, après ça, ça a été le recovery, là, mais que par l'écrit constatait que tu l'échappais ce ouais, soir-là? exact, exact. Tu sais, on peut dire, tu sais, on peut appeler ça des fois du bad texting, là, quand on commence, Ouais, quand ouais, la ouais. fille a le point d'exclamation de la phrase avant commence à l'énerve, et puis là, tel autre mot, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, tu sais, là, quand t'es plus raisonnable, tu sais, Ouais, quand, ouais, ouais, quand c'est la ça. raison est plus là, puis que l'alcool prend la place. Euh, et cette phrase-là, vraiment, qui était texto, là, you know, it's getting to your brain and it's no longer fun. Wine is getting to your brain and it's no longer fun. Puis moi, mon cerveau, je suis une professionnelle, c'est tout ce que j'ai dans ma tête. Si j'ai plus ma tête, je peux plus travailler, je peux plus nourrir, je peux plus me loger, je peux plus m'occuper, je peux plus vivre, je peux plus voyager. Pour moi, c'est fini ma vie si j'ai plus mon cerveau. À l'époque, tu sais, le déclic, Ouais, ça a ouais, ouais. été ça, là. Ça a été ça. Je me suis levée le lendemain matin et ça a été fini. J'ai C'est plus quoi le jamais plan rebu. de match? Tu sais, c'est quoi le plan de match jour 1? Jour 1, en fait, je suis allée chez mon ami passer une semaine, qui lui aussi ne boit pas, mais simplement pas d'enjeu d'alcool, mais juste ne boit pas comme ça. Et après ça, je suis partie. Imagine, j'avais déjà booké une semaine dans le sud de plongée au Honduras avec ma tante. Puis ma tante qui était une compagne avec qui je buvais pas mal d'alcool. Et très respectueuse, elle est venue avec moi, tout ça, et je n'ai pas bu toute la semaine. Et c'est là que j'ai su que j'allais réussir, dans le sens que c'est là que j'ai su que je pouvais vivre sobre et que je choisissais de vivre ça. Puis là, je me souviens, j'ai appelé mon père, j'ai dit: «Père, ça y est, là, j'ai arrêté de boire, c'est ma 13e journée aujourd'hui». Je pense, j'ai pas vraiment, je compte pas vraiment les jours, mais au début, je les comptais. Et j'ai dit, puis là, tu sais, bon, mon père était super content, tout ça, ma mère, tout le monde était content autour de moi. Puis c'est là que j'ai vu ce que les gens pensaient. Tu sais, j'ai une amie qui me dit: «Ah, il me semble que tu avais pas vraiment de problème». Puis d'autres personnes qui m'ont dit, mon fils me dit, ouais, mon fils avait pas encore d'enfant, mon beau-fils, en fait, n'avait pas encore d'enfant à l'époque. Puis il m'a dit, tu sais, nous, on commençait à parler que si on allait avoir un enfant, on n'était pas sûr qu'on allait te l'amener. Fait que, tu sais, là, la grand-mère saoule, là, j'avais pas envie Ouais, d'être ouais, ça. ouais, non, Puis c'est là, ça. maintenant, ils ont 2 enfants, tout ça, puis tu sais, l'enjeu, ça. Mais ça, c'était une raison sous-jacente aussi, là. Je voulais pas être une grand-mère saoule, là. J'avais comme une espèce d'image de grand-mère saoule dans ma Ouais, tête. ouais, ouais, J'avais pas absolument. envie que ça m'arrive. Donc, puis là, ça a été le recovery. Je suis revenue, j'ai fait l'hypnose, j'ai fait plein de choses, là. Écoute, j'avais toute une équipe autour de moi. Fait que Et tu rouvrais la porte à tout. ah Tu sais, oui, donc, j'ai géré c'est ça comme ça. un projet. Moi, j'ai géré ça comme un projet, là. J'avais un tableau dans ma cuisine avec 3 colonnes. La première colonne, c'est qu'est-ce que j'ai de besoin. La deuxième colonne, c'est qui va me le donner. Puis la troisième, combien ça me coûte.
Et avec ça, tu sais, des podcasts, ça a fait partie de mon recovery. Marcher, ça a fait partie de mon recovery. Des 12 étapes, ça a fait partie de mon recovery. De la massothérapie, du Reiki, des fleurs de bague, l'hypnothérapie, une psychologue. J'ai vraiment... Puis je leur disais, regarde, moi, là, j'ai arrêté de consommer de l'alcool. Je suis sobre, je vais vivre une vie sobre et j'ai besoin que tu m'aides à faire telle chose. J'avais 40 livres de trop. J'ai pris un entraîneur privé. Et là, j'ai géré vraiment ça comme un budget, comme un projet. Et l'idée pour moi, c'était d'être active. Puis il y a des jours que tout ce que je pouvais faire, là, c'était me laver. Hein, on le sait au début, là. Il y a des fois, tout ce que je Absolument. pouvais faire, c'est le tour du bloc, puis me laver. Puis me laver les cheveux, c'était la grosse activité de la journée, là. Parce Absolument. que, parce que tout monte, tu sais, toutes les raisons pour lesquelles on buvait, toute l'anxiété, toutes les choses qui étaient là, à être pas assez, pas être connecté, à être différent, ben là, tout ça, toutes les peurs, tout ça, ça monte. Puis là, ben, tu sais, on les gère. Fait que c'est un peu ça l'histoire, en gros, du recovery, jusqu'à ce que je fasse l'hypnose qui m'a débarrassée instantanément de ma peur de l'abandon. Et là, j'ai dit, wow, hey, ça fonctionne, cette affaire-là. J'étais déjà coach. Je me suis dit, je vais aller me former. J'étais allée à Los Angeles, je me suis formée avec Marissa Peer, je suis revenue. Et c'est là, il y a 2 ans, que j'ai parti l'entreprise que j'ai présentement. Que je me suis, ben là, maintenant, je suis hypnothérapeute clinique, j'ai fait plein d'autres formations. Et puis, voilà. Ramène-moi à ça, justement. Tu sais, qu'est-ce qui t'amène à l'hypnose? Puis, ben d'abord, qu'est-ce qui t'amène à l'hypnose? En fait, j'ai fait un cours de base de PNL un week-end. Puis là-dedans, il y avait une démonstration d'hypnose avec Claude Weber. Et moi, j'étais volontaire. OK, hey, j'ai aimé ça. Fait que là, je me suis dit, ouais, je vais l'avoir dans mon équipe, tu sais, dans ma liste de personnes qui allaient m'aider. Lui, il va m'aider. Fait que je vais le voir. Je fais des séances avec lui. Puis pour moi, je me dis, wow, écoute, ça, c'est trop bon. Fait qu'après, j'ai cherché une technique qui me convenait. Puis c'est là que j'ai trouvé Marissa Peer pour RTT, Rapid Transformational Therapy. Je suis allée à Los Angeles, je suis revenue, je me suis formée, j'ai parti mon entreprise. Puis voilà. Est-ce que, est-ce que tu rentres là sachant que tu t'en vas attaquer, par exemple, la peur de l'abandon, ou tu rentres là vraiment dans un souci euh, de te réparer, là, j'utilise de grands guillemets, Ouais. là. En fait, c'est vraiment quand on travaille sous hypnose, on travaille avec des choses très précises. Donc, on y va. Moi, avec mes clients, je travaille en pleurs d'oignon, c'est-à-dire qu'on attaque qu'est-ce qui est le plus gros. Supposons, des fois, c'est l'anxiété, des fois, c'est la procrastination, des fois, c'est la sobriété, des fois, c'est peu importe. On attaque, on trouve les croyances, puis après, on le sait, hein. En fait, comme je dis toujours, il y a toujours une nouvelle pleure. C'est juste qu'elle est plus facile à arracher, elle est plus mince. Puis quand on en fait une grosse, ben on prend plus de temps, right? Puis on peut toujours décider que c'est fini, qu'on n'enlève plus de pleurs. On veut continuer notre vie comme ça, puis on est bien. All right, pas de problème. On peut décider qu'on donne une pause. Moi, j'ai fait une pause Mhm. de 6 mois où est-ce que tout ce que j'ai fait le Kirtan Kriya, la méditation de Kundalini Yoga, que j'ai fait devant mon foyer pendant 6 mois, où j'ai laissé poser tout le travail que j'ai fait ma première année de sobriété. Et j'ai laissé poser tout ce que j'avais appris. Puis là, j'ai juste fait la méditation à chaque jour, marcher puis écouter des podcasts. Et après, j'ai recommencé à faire du travail. Mais c'est OK de dire là, j'en ai assez fait. Là, je veux vivre, laisser se solidifier ces nouveaux chemins neuronaux, cette nouvelle façon d'être. Je veux en profiter. Puis là, il y a autre chose qui se présente. Tu sais, puis là, on se dit, OK, ça, là, c'est-tu tolérable? Je peux-tu continuer à vivre ma vie de même ou je veux régler ça? Puis là, on a le choix. Ah, plus tard. Ou OK, je m'en occupe maintenant parce que, tu sais, c'est pas tolérable, c'est pas Tu veux pas agréable. traîner ça. Ouais, c'est Exact. ça. Puis c'est toujours un choix. Et après ça, c'est ça. Je pense que c'est dans l'évaluation du poids que ça a de traîner ça encore, Exact. tu sais, ou du poids que c'est très drôle que tu parles de ça parce que il y a un exercice d'inventaire moral dans les étapes, tu sais. Et tu sais, un des buts de ça, c'est justement de réinitialiser sa propre morale pour pas porter sur ses épaules le poids de la morale qui t'aurait été inculqué par d'autres, tu sais. Que ce soit tes parents, un de tes profs, tu sais, une tante ou une grand-mère qui était plus prude, par exemple, puis toi, ça vient t'imposer un code moral qui n'est pas le tien, tu sais.
Et ça, c'est c'est probablement le plus grand exercice de vie de mon parrain, tu sais, qui vient d'une autre génération que la mienne. Tu sais. Puis c'est drôle parce que le choix du parrain, moi, j'ai choisi une figure paternelle. Il me recommandait quelqu'un de fraternel. Puis moi, j'avais dit non, 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 c'est hors de question. Tu sais. Un de mes plus grands modèles, c'est mon père. Tu sais, puis, tu sais, il le sait, là, tu sais, que c'est mon père. Fait qu'il y avait quelque chose là-dedans dans la relation que j'aurais avec la personne qui deviendrait mon parrain ou mentor, là, selon c'est pour ceux qui sauraient pas ce qu'est un parrain, là, c'est l'équivalent d'un mentor dans le contexte de l'abstinence et des fraternités anonymes. Euh, et justement, cette pratique-là d'aller jouer dans le code moral, ben, à un moment donné aussi, c'est un choix que j'ai fait, c'est de dire, je suis bien avec ce code moral-là. Tu sais, je suis bien avec, puis 15-16 ans plus tard, je suis capable de me challenger encore, puis de me poser la question, tu sais, c'est-tu correct, là, tu sais, est-ce que où est-ce qu'elles sont les limites, où est-ce que, tu sais, je pense qu'il y a de quoi dans la quête, puis encore là, j'utilise des guillemets, là, tu sais, il y a de quoi dans la quête de soi, qu'à un moment donné, où j'ai dit, OK, là, on dirait que je me pose des questions pour me poser des questions, Exact. tu sais. Tu sais, on dirait que tu sais, là, je m'en vais où avec ça, tu Exact. sais, puis il y a aussi une espèce d'exorcisme que tu fais, tu sais, je prends, tu sais, sur le côté, par exemple, sur le côté maternel, tu sais, euh, il y avait clairement quelque chose qui allait pas, tu sais. Que ce soit le père de ma mère, tu sais, mon grand-père maternel, puis toute sa famille à lui, là, il y a quelque chose qui allait pas, tu sais, mais vraiment, vraiment pas, tu sais. Que ce soit des déviances, tu sais, il y avait plein d'affaires qui allaient pas, tu sais. Ben, à un moment donné, j'ai comme exorcisé ça, tu sais, puis j'ai comme dit, ben, voici, tu sais, c'était ça. Tu sais, puis là, j'ai fini par statuer, tu sais. Puis, je prends un exemple, tu sais, j'ai récemment eu des conversations. Puis, tu sais, mon père, c'était son beau-père, tu sais, puis il me disait, on s'est jamais bien entendu, je n'ai jamais aimé cet être humain-là. Tu sais, je- puis à un moment donné, là, tu sais, il y a plein de morceaux de puzzle qui s'assemblaient. Puis j'ai dit, ben, je pense que Mmh. mon grand-père maternel était un homosexuel qui n'a jamais été capable de s'avouer, puis qui a vécu avec ça en dedans de lui, parce que, entre autres, on savait qu'un de ses frères, qui était sorti, lui, du garde-robe, qui avait dit qu'il était gay, euh, avait été presque banni de la famille, tu sais, avait été, fait que forcément, s'il y avait d'autres frères qui voulaient, tu sais, ben, c'était fait, là, tu sais, c'était fini, là, tu sais, il avait été, tu sais, ce frère-là avait été désavoué de la famille, fait que pour tous les autres frères qu'on sait, entre autres, un autre de ses frères qu'on sait qui était clairement gay, était pas capable d'exprimer ça du tout, tu sais. Mmh. Fait que pour mon grand-père maternel, probablement que ça a été une de ses plus grandes frustrations, tu sais, puis que, ben, ça a causé, tu imagines, plus de 40, plus que ça encore, là, je pense, là, tu sais, presque plus de 50 ans avec sa femme, ben, tu sais, une relation particulière en maudit, tu sais. La relation en général avec la sexualité qui était, tu sais, tout croche. Un coup que tu as établi ça, là, OK. Tu sais, c'est comme fini, tu sais. J'ai 3 enfants, 2 d'une précédente union avec qui ils sont victimes d'aliénation, tu sais, mais forte à un point tel que ça fait plus de 2 ans qu'on ne s'est pas parlé, là, tu sais. Pour mon Mmh. garçon, ça fait même plus longtemps que ça. Ma fille, ça fait ça, là, 2 ans. Hem, c'est une tragédie, tu comprends? Parce que je vais parler avec des gens qui manquent de leurs parents, tu sais, puis je vais parler avec des gens qui, tu sais, que soit leurs parents sont décédés ou ils les ont jamais connus. J'ai eu même un invité là, récemment qui me disait, tu sais, j'ai pas connu mon père jamais, puis tu sais, clairement, c'est une blessure, tu sais, incroyable dans ma vie, tu sais. Dans le cas de mes enfants, ils ont leurs deux parents, tu sais. La tragédie, c'est de savoir que, tu sais, tu te prives d'un, oui, peut-être par aliénation, puis par le fait que, tu sais, on t'a dit des choses, mais tu sais, c'est ça qui rend l'histoire tragique, tu sais. Pour la peine d'un parent, tu sais, dans mon cas à moi, ben, euh, c'est un puits sans fond, tu sais. Si je me laisse, tu sais, descendre dans ce puits-là, je m'en sortirais pas. Puis d'ailleurs, je l'ai vécu, tu sais, quand on s'est séparés à l'époque, euh, je l'ai expliqué après ça à des gens proches de moi. Tu sais, j'avais dit à quelqu'un, moi, pendant un moment, je croyais, parce qu'on était, tu sais, je faisais beaucoup de routes pour aller les voir, puis, tu sais, on était déménagés comme à deux extrémités de la grande région de Montréal, tu sais, Rive-Nord, Rive-Sud, puis je faisais beaucoup de routes, puis je pleurais toute cette route-là tout le temps, tu sais, c'était incroyable.
avec une arrière-pensée qui était, je vais me rendre au fond du baril, puis je vais pouvoir aller m'appuyer pour remonter, tu sais, pour finalement réaliser qu'il n'y avait pas de fond, ce baril-là, tu sais, puis que je Mmh. faisais que m'engouffrer, tu sais, et que c'était la folie qui prendrait le dessus sur l'espèce d'appui que je pourrais prendre pour remonter, tu sais. Fait que j'ai dû, à un moment donné, moi, arrêter de descendre, puis dire, OK, il faut, parce que j'ai comme paniqué, tu sais, j'ai comme eu peur de, tu sais, que le tapis me glisse sous les pieds, là, tu sais, j'ai comme, Mmh. wow, tu sais, c'était comme trop de peine, tu sais, Oui, je me suis mis à nager, pas parce que j'avais plus de peine, parce que je savais que fallait que je lève des mécanismes de défense, euh, mais c'était pour ma survie mentale, point, là, tu sais. exact, Euh, Après ça, tu sais, mais donc, il y a un exercice d'exorcisme de la douleur, puis de l'exorcisme de la peine, puis de l'exorcisme de. Fait qu'après ça, des fois, je compte cette histoire-là avec pour certains, un certain zen. Puis ils vont dire, crème, je peux pas croire, tu sais, tu me comptes ça un peu comme si j'étais, comment, désinvesti, tu sais, de cette histoire-là. Puis je disais, mais pas pendant tout. C'est parce que il y a deux choses, tu sais. J'ai fait la paix, mais je suis obligé de faire la paix. Tu sais, sinon, c'est ben trop une histoire épouvantable. Je peux pas rester là-dedans. Tu sais, exact. j'ai refait ma vie. J'ai continué ma vie. Donc, tu sais, là, j'ai un Mmh. garçon qui a 6 ans. Tu sais, mes enfants sont beaucoup plus vieux. Mon fils a 24, ma fille a 20 ans. Là, j'ai un petit garçon de 6 ans. Mais je peux pas priver mon garçon de 6 ans tu sais, de la place que prendrait la peine de l'événement des deux autres Exact, enfants. Fait que, tu sais, il y a vraiment un exercice où est-ce qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes, tu sais, parce que tu dis, mais si je continue de descendre ça, je suis faite. Tu sais, exact. ça va occuper toute la place dans ma vie, tu sais. Puis des fois, c'est aussi à quoi je peux me raccrocher. Exemple, tu sais, ce qui me venait à l'esprit quand je t'écoutais, c'est que moi, j'ai la croyance que ce que tu donnes à tes enfants quand ils sont très jeunes, un jour ou l'autre, ça ressort, un jour ou l'autre. Puis Mhm. je le vois moi dans les grands enfants qui sont mes clients maintenant, euh, à quel point finalement la base qu'ils ont reçue, Reviens. qui était saine, parce que tout est pas, dans la plupart des cas, tout est pas acheté au vidange, là. Tu sais, il y a du bon, il y a du mauvais, etc. Donc, si toi, tu décidais de garder à l'esprit une croyance saine qui peut t'aider en fait à gérer cette situation-là le plus simple pour toi puis pour les gens autour de toi sans être dans le déni, sans être dans, tu sais, comme tu dis, c'est une situation difficile, c'est une situation que j'ai pas souhaitée, etc. Mais je m'accroche à l'idée que, exemple, je leur ai donné une bonne base puis qu'un jour ils vont voir les choses différemment, Absolument. qu'ils vont être des adultes, ils auront des enfants. À partir du moment où ils auront des enfants, peut-être ils verront les choses autrement. Et ça, c'est une façon aussi de trouver en fait des ancrages, de trouver des croyances qui font qu'on est capable de continuer en donnant aussi un sens et de l'espoir finalement pour des choses qu'on n'a aucun contrôle Absolument. dessus et que de sombrer, comme tu dis, en fait, euh, va nous faire du mal et faire du mal aux gens autour. Puis il y a des fois, écoute, on sombre, puis c'est la vie, puis éventuellement, on se raccroche à quelque chose, puis on remonte. Euh, et toi, tu sembles que tu as eu la présence d'esprit, toi, de te voir aller, puis Ah oui, ah de oui. dire là, that's it, non, il n'y en a pas de fond, là, c'est pas comme l'alcool, là, il y en a pas de fond du baril. Exactement. Puis la peur a pris le dessus Mhm. sur, tu sais, c'est vraiment la peur. J'ai vu, on dirait que je me suis retrouvé comme face à face avec la folie, tu sais, en me disant, OK, je suis vraiment, pour faire une image, là, tu sais, euh, mon ex-conjointe à ce moment-là déménage sur la rive sud, tu sais, vraiment en banlieue, puis moi, je m'installe à l'Assomption, euh, qui est un nouveau développement, mais je passais, moi, de l'est de Montréal, donc, tu sais, où ce que ça rockait un petit peu plus, tu sais, à faire, mettons, beaucoup de routes. Puis quand je dis ça rockait quand j'ouvrais la porte de la maison, mais ça rockait aussi dans le quartier, tu sais, à faire beaucoup de routes, à me retrouver dans une maison neuve, éteindre ma voiture, puis c'est le silence mort, tu sais, ouvrir la porte de la maison, puis tu sais, si j'ai pas laissé la télé allumée avant de partir, il y a personne, tu sais, il y a rien, puis vraiment là, tu sais, savoir que, tu sais, là, il faut que je me presse à allumer la télé ou allumer un radio ou, tu sais, faut
parce que là, c'est ça, c'est de faire face avec c'est vraiment de faire face à face avec la folie, puis de faire, ça m'a fait juste peur, je pense. Ouais, Tu sais, j'ai ouais. vraiment eu peur, tu sais. Une saine peur, une saine Ouais. peur. C'est dans le fond un vrai red flag de ton inconscient ou de ton conscient. Puis, tu sais, des fois, on a emmagasiné plein de choses. Tu sais, on a vu à un moment, on a vu un film, on a eu un témoignage dans un groupe AA, peu importe, plein de choses qu'on a entendues. Puis là, à un moment donné, on reconnaît des choses qu'on a entendues. Puis on se dit, OK, Mhm. c'est ça, la ligne, parce que ma mère, elle disait toujours, ben, elle dit toujours encore, la ligne entre être sain puis être fou est très mince, puis on peut la traverser à tout moment. Euh, quand on le Absolument. sait, en fait, puis quand on sait reconnaître les signes, quand on est, en fait, tu sais, c'est comme tout probablement ces éléments-là qui sont arrivés devant toi qui a fait que tu as reconnu que là, si tu continuais dans cette voie-là, que tu étais Absolument. en sérieux danger pour ta santé mentale. Et je parlais énormément, tu sais. Je parlais, tu sais, tous ces trajets-là que je disais que je faisais seul, ben, tu sais, je les faisais rarement seul. C'est-à-dire que j'étais au téléphone à brailler, crier, hurler, chialer, surtout chialer à quelqu'un, tu sais. Il y avait comme plein d'oreilles que les fraternités, justement, m'avaient offert, tu sais. Ben, tu sais, là, je composais un, si ça répondait pas, l'autre. L'autre. Puis là, à un moment donné, je tombais sur quelqu'un qui était, tu sais, qui devait être découragé, là, mais tu sais, qui m'entendait brailler, tu sais, pendant 1 heure de temps, tu sais, de la rive sud à l'Assomption. Ça devait être épouvantable. Là. Si je me mets à la place de ces gens-là, ça devait être, il m'en rappelle encore. Euh, ouais. Puis c'est drôle, tu sais, tu parles de, ça revient souvent, ça, tu sais, est-ce que tu as laissé, tu sais, des cailloux dans la route dans Hansel et Gretel, quasiment, là, tu sais, c'est la meilleure image, je trouve, de, tu sais, des fondations que tu laisses à, tu sais, tes enfants. Euh, Définitivement, tu sais, je sais qu'il y a ça, tu sais, je sais que ça existe, tu sais, puis c'est drôle, j'ai des espèces d'écrans d'affichage intelligent, tu sais, qui me rappellent, tu sais, duquel j'ai une espèce de rotation de la famille, puis tout, puis je vois des moments dans la vie de toute cette gang-là où est-ce que je dis, ben oui, tu sais, parce que ça aussi, là, tu sais, il y a un doute qui sème, tu sais, parce que quand c'est bien exécuté, l'aliénation, ça fait pas juste aliéner, tu sais, ça sème le doute de celui duquel il est les gens sont aliénés, tu sais. C'est-à-dire que ce que ça a fait, moi, c'est que pendant longtemps, est-ce que je me suis remis en question, tu sais, j'ai Ouais, commencé à croire les propos de l'aliénation. Fait que, fait que ça aussi, là, c'est un exercice, tu sais, c'est un Christi d'exercice, en fait, là, parce que là, il faut que tu t'assoies, puis tu attends un peu, là, attends, wow. C'est pas moi pantoute, ça, tu sais, je suis pas comme ça, tu sais. Puis, puis là, là, tu t'assois sur la ligne de je suis pas parfait, mais je suis pas ça. Tu sais, puis là, tu sais, on valse avec cette espèce d'idée-là parce que forcément, si tu dis que t'es pas ça, ou tu sais, si tu dis que t'es pas tu sais, le diable incarné, ben, tu sais, tu dois être un saint. Puis tu dis non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu sais, ouais, en tout cas, c'est vraiment une danse particulière. C'est une expérience que tu sais, tu souhaites pas à personne, mais qui est. euh, Tu sais, on a commencé, puis tu me disais le cadeau de la pandémie. Tu sais, il y a quelque chose dans la maturité de l'être humain que je suis que je suis forcé de reconnaître puis de remercier ces événements-là dans ma vie, tu sais. Parce que justement, ça t'amène aux limites de qu'est-ce que tu peux être, tu sais. exact. Après ça, tu es capable de reconnaître aussi que il y en a pour qui là, ça les fragilise au point de commettre l'irréparable. Tu sais, t'entends des choses, des fois, tu fais comme OK, mais je- pas je comprends. Je sais pas si c'est pas de l'empathie, c'est certainement pas de l'empathie, mais il y a certainement une compréhension. Tu sais, où est-ce que tu regardes? Tu sais, moi, tu sais, probablement dans les moments les plus creux, là, tu sais, j'étais allé m'asseoir avec 2 personnes qui représentaient Father for Justice, tu sais, quand c'était dans le fort de cette époque-là. Tu sais. On est dans un Tim Horton, je pense qu'on est à Saint-Hubert, tu sais. Puis là, je m'assois avec eux, puis la détresse dans le regard de ces gens-là, tu sais, puis tu sais, la conclusion, c'est que j'étais sorti en me disant, tu sais, ça va pas si mal que ça, Ça. finalement, tu sais, voilà, le classique Mhm. de quand on se compare, on se console, là, tu sais. Puis tu sais, il y en a un des papas qui m'avait dit, tu sais, moi, là, ça fait 7 fois que mon ex-conjointe déménage, tu sais. Mais il dit, elle avait fait, mettons, je sais pas, moi, je dis, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud. Puis à un moment donné, la fois d'après, c'était, il y avait eu des nouvelles comme 9 mois plus tard, puis il était rendu en République dominicaine. Hmm. Puis là,
suis plus capable, tu sais, de voir mes enfants. Je sais plus où ils sont vraiment. Ils m'ont appelé, tu sais, comme ça, mais tu sais, je sais pas, tu sais. Puis, tu sais, la détresse, tu sais, puis tu sais, Mmh. c'était, tu sais, puis là, j'étais sorti en me disant, OK, tu sais, c'est pas le fun, là, tu sais, j'ai pas de plaisir, mais tu sais, ça, c'est de l'horreur, là, tu sais, on tombe au niveau de l'horreur, Exact. puis, fait que, ouais, non, fait que j'assume que tu vis ça, toi, dans ta pratique, là, c'est le genre, ben, pas En fait ça, mais je veux dire, oui. tu vas aller fouiller dans ces, En fait, euh, moi, je travaille vraiment au niveau des croyances. Si on prend l'exemple, que tu si supposons que tu étais quelqu'un qui venait me consulter avec cet enjeu-là, puis tu étais à ce jour-là, à ce moment-là, ben, premièrement, je m'assurerais que tu aies d'autres aides, là, parce que des cas comme ça, tu peux pas, avoir une seule personne dans ton équipe, tu as besoin de plusieurs personnes. Mais ma partie à moi, ce serait d'aller voir, quelles sont les croyances que tu as, exemple à la base de la paternité, hem, heu parce que ça t'aide. Exemple, au niveau du rejet, au niveau de la paternité, au niveau de toutes ces affaires-là. Mais en fait, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait voir qu'est-ce qui fait que cette situation-là, exemple, supposons que tu me dirais, je vis de la colère. Je suis vraiment en colère. On irait voir c'est quoi les croyances qui sont à la base de la colère. Ça pourrait être des choses comme je suis pas important, je suis pas intelligent, je suis pas aimable, je sais pas, là, j'invente des choses. Parce que mhm, puisqu'ils me rejettent, puisqu'ils veulent pas me voir, puisqu'ils croient leur mère, puisque ceci, c'est que je suis pas assez ceci, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez beau, je suis pas important, je suis pas assez aimable, je suis pas digne d'amour, peu importe. Puis là, j'invente, tu sais. On en trouverait une ou deux ou trois là-dedans. Puis là, après ça, ben, on la défait, cette croyance-là, pour que tu puisses voir en pleine lumière, comme ce qui nous ramène au début de l'épisode, quand on disait une fois qu'on voit, que tu vois que c'est pas vrai, que c'est pas parce que les événements et tout ça ont fait qu'ils se sont éloignés de toi que ça veut dire que t'es pas digne d'amour ou que t'es pas une bonne personne ou que t'es pas ceci, que t'es pas ça. Là, on le fait le voir, puis après, on reprogramme. Et là, la reprogrammation, c'est vraiment ça qui est important parce que c'est vraiment au niveau de oui, je suis digne d'amour, oui, je suis important, oui, je suis ceci, je suis cela, peu importe. Puis on fait la reprogrammation. Et avec le temps, en fait, et souvent assez rapidement, ce qu'on voit, c'est la séquence. En fait, la croyance amène une émotion. Hein. Tu sais, tu penses que tu es rejeté ou que tu n'es pas important. On va dire, je suis pas important pour eux. Je suis pas important pour mes mhm. enfants. Ça te fait sentir de la colère. La colère t'amène peut-être à envoyer des courriels, des textos, des choses, à pleurer, peu importe. Ça t'amène des comportements. Puis ça, ben, ça Ouais. t'amène tes circonstances de vie. Si tu changes ça, puis la croyance est, je suis important quand même. Euh, je suis venue sur cette planète pour une bonne raison, puis je suis important quand même. Mais ça fait te sentir de l'espoir, te sentir bien, te sentir léger, etc. Ça t'amène d'autres actions, donc t'occuper de toi, aller courir, écouter des podcasts, rencontrer d'autres personnes, etc. C'est pas nécessairement mettre les choses sur le tapis, mais c'est en fait te mettre dans l'action d'autres choses qui t'amènent dans des nouveaux Ouais. chemins neuronaux. Et ça, évidemment, ça change ta vie. Donc, c'est vraiment la séquence du travail que je fais. Et c'est très transformateur parce que quand on change sa croyance, on change toute la séquence. On change l'émotion, on change les actions, puis on change la vie. Moi, les gens avec qui je travaille, quand on se laisse, au bout de 3 à 5 séances, les actions ont changé. Les actions dans leur vie ont vraiment changé. Et c'est là qu'on change sa vie. Et toi, ça doit t'avoir complètement transformé aussi, le fait de devenir praticienne de ça. Tu sais, un peu comme, puis tu sais, je fais un parallèle un peu boiteux, mais tu sais, moi, les 2 années et demie de rencontrer des gens comme toi, Geneviève, ça peut pas faire autrement que de m'avoir transformé, moi, tu sais. Ah Même ouais, si, c'est ça, tu sais, ça me fait réfléchir, ça m'ouvre des, tu sais, ça rouvre des, pour utiliser tes mots, tu sais, ça ouvre des chemins neuronaux à l'intérieur de moi qui sont des fois, je suis comme, oh my God, tu sais, je l'avais jamais pensé comme ça. C'est en discutant. Fait que j'assume que c'est la même affaire, toi, en développant ta pratique, que ouais. ça t'a toi-même fait grandir énormément. Absolument. En fait, c'est très intéressant parce que la vie, puis ça, je suis pas la seule des personnes qui le dit, qui est en relation, si tu veux, de type hypnose ou ce type-là, mais on dirait que les clients arrivent avec des problématiques et des enjeux qui en grappent. Donc, tout le monde, c'est des grappes d'anxiété, des grappes de procrastination, des grappes de ceci, des grappes de cela. Et j'apprends énormément, premièrement, sur la parentalité. Parce que comme on retourne beaucoup à des scènes, à des moments où on a formé des croyances quand on était enfant,
Mais en fait, ça m'aide à voir avec une vraie empathie, qu'est-ce que c'est être un enfant? Puis quand on se remet quand on a à l'esprit qu'est-ce que c'est être un enfant, le monde change parce qu'on voit plus la vie de la même façon. Et quand il y a des gens qui interviennent autour de moi ou que j'ai des enjeux avec une personne ou qu'il se passe quelque chose, je suis plus dans la dynamique du moi, dans le sens que je suis plus dans cette dynamique-là. Mhm. Je comprends que pour cette personne-là, il y a tout un théâtre qui est en train de se jouer. Et que dans ma réponse et dans mon accueil de ce qui se passe avec cette personne-là, il y a aussi tout un théâtre qui est en train de se jouer. Des vieilles pièces qu'on rejoue sans s'en rendre Mhm. compte tout le temps. Donc, moi, ça m'a transformée, ça m'a permis de trouver ma façon de contribuer. Puis pour moi, ma façon de contribuer, c'est simple, c'est que les gens viennent me voir quand ils sont pris. Moi, en fait, les gens qui viennent me voir, ils ont déjà fait beaucoup de travail, ils ont déjà avancé sur beaucoup de choses, ils se connaissent déjà, etc. Mais ils sont devant un nœud. Ils comprennent pourquoi ils sont où ils sont, mais ils n'arrivent pas à défaire le nœud. Fait que moi, c'est là vraiment que j'interviens. Fait que ma contribution dans ce monde-ci, c'est d'aider les gens à être plus légers, à se reconnecter à qui ils sont vraiment et à être capable d'aller de l'avant puis de réaliser ce qu'ils veulent réaliser dans la vie. Mais l'impact, pour moi, c'est un impact en vague. Parce que cette personne-là, à partir du moment où elle est libérée de ses triggers, de l'anxiété, qu'elle est libérée des symptômes, en fait, d'anxiété, de triggers, d'émotions, de crier, de pleurer, d'être désagréable, d'être toujours, d'être toujours en réaction, etc. Quand la personne, elle a plus ça, puis qu'elle peut intervenir avec empathie, qu'elle peut intervenir de façon aimante dans son entourage, ben ça fait toute une différence dans le monde. Fait que pour moi, ma différence, elle Absolument. est envers la personne elle-même, mais aussi comment cette personne-là, à partir du moment où elle s'est elle-même libérée de ces enjeux-là, comment elle intervient dans le monde autour d'elle. Mhm. Comment c'est un meilleur gestionnaire. J'ai beaucoup de CEO, de chefs d'entreprise, c'est vraiment beaucoup de mes clients. Donc, comment ils sont mieux dans leur entreprise, comment ils sont des meilleurs entrepreneurs, comment ils sont meilleurs avec leurs employés, comment ils sont meilleurs avec leur famille, avec eux-mêmes, avec leur communauté. Et tout ça, pour moi, ça rayonne bien au-delà de la personne elle-même qui fait le travail. Donc, c'est vraiment ça pour moi qui m'allume et qui fait que je me lève le matin. Je- En terminant, la question que j'ai pour toi, Jeanne, c'est, tu sais, 3 ans et demi plus tard, tu sais, dans ta sobriété, ça ressemble à quoi la diète quotidienne, physique, psychologique, spirituelle, pour garder tout ça en santé? J'ai intégré beaucoup de pratiques ayurvédiques. D'ailleurs, j'ai des programmes de groupe. J'ai un programme qui s'appelle Au cœur de ma saison, qui est un programme avec une praticienne ayurvédique. Et on a créé un programme pour aider les gens, en fait, à gérer les saisons de façon optimale. Donc, j'ai beaucoup de l'Abhyanga, qui est un massage qu'on fait avec des huiles le matin, une méditation que je fais à peu près tous les jours. Évidemment, j'essaie d'aller à tous les jours dehors, mais à ce temps-ci de l'année, là, c'est ma période où c'est le mai. C'est la période de transition, j'ai de la difficulté. Euh, le froid s'installe, puis moi, je suis pas super bonne avec le froid, mais bon. Moi, je mange vraiment bien. Je mange presque pas transformé. Je mange vraiment bien depuis toujours. En fait, j'ai été élevée comme ça, mais quand je suis allée à l'ashram, j'ai pris une diète plus à base de plantes, mais je suis pas ni végé ni rien, mais je mange, je dirais 90% euh, probablement végé, mais simplement par Par accident. habitude, par accident, puis parce que j'aime ça et non Ouais, pas, mais du fromage, de la viande, tout ça, j'en prends quand j'ai envie, puis ça m'empêche pas de dormir. Euh, ensuite, ben, le travail que je fais, tu sais, je suis tout le temps en train de me former dans le travail que je fais mhm, présentement. Comme là, je fais un cours en neurosciences. Fait que je suis toujours, d'une certaine façon, je dirais, en train d'apprendre encore sur l'être humain. Aider les gens, ça m'aide. Hein. Tu sais, je veux dire, je fais 2-3 heures d'hypnose par absolument. jour. En même temps, je le sais que moi, ça m'aide. Je travaille avec une chamane, moi, au niveau de l'énergie pour garder mon énergie vraiment stable. Donc,
plusieurs approches assez holistiques, je dirais, pour me garder ça. Puis il y a une scène du COVID qui m'a marquée. J'allais au marché Atwater faire mon épicerie au marché lui-même et j'ai vu la grande file devant la SAQ. Hmm. Et en fait, j'ai texté quelqu'un, je me souviens pas qui, et j'ai dit, oh my God, sans jugement, là, vraiment avec beaucoup d'amour pour moi. Absolument. Je me suis dit, je suis tellement heureuse d'avoir vécu cette pandémie-là sobre, de pas avoir fait la file, de pas avoir eu peur de manquer d'alcool, de pas Absolument. avoir été saoul. Mais je peux te dire, Non, toute non. la pandémie, écoute, ça, c'est le cadeau. En fait, je pense que Ouais. la pandémie sobre, c'est un maudit cadeau. Ouais. La soif, Oui. pour certains, ça a dû et ça doit encore être effrayant. Incapable d'étancher cette soif-là, particulièrement si tu as plus de temps que la moyenne des ours, là, ça doit être Exact. effrayant. Fait que, Voilà. non, grande, grande, grande pensée pour les gens pour Ah qui oui, absolument. ils sont encore, j'ai eu des invités qui avaient à peine 3 semaines quand que la pandémie a frappé. Wow. Ah, Puis, bravo. qui réussissait, entre autres, une fille à BC, puis qui réussissait, qui en seulement 3 semaines a réussi à avoir, ça, c'est vraiment la fraternité qui, sans savoir, lui ont offert une espèce de petit micro-Rolodex de contacts à appeler, Wow. Fait que, quand elle s'est vite retrouvée confinée, elle avait ce Rolodex-là de, Le quelques, genre. de demi-douzaine de numéros qu'elle pouvait téléphoner, puis Eh oui. chapeau bas, là, Ah oui, mais ça. big fucking time, là, Ah ouais. moi, ça, je trouve ça, c'est ça. Grand, grand, grand chapeau bas, je trouve Ah ça oui. très, très hot, Beaucoup Euh, d'admiration. J'avais pas de jugement là, dans les gens qui faisaient la file. non, exactement. Puis moi, c'est Mais vraiment je très empathique aussi, exact. là, Mais c'est vraiment. j'étais vraiment contente. En fait, c'était un moment de me dire: «Wow, hey, ma vie a vraiment changé». J'ai Mais même j'en pas aurais pen pas eu assez. Tu sais, moi, je sais que c'est j'en aurais ça. pas eu il y en aurait pas eu assez. Tu sais, fait que je sais pas je sais pas s'il y avait un problème, parce que là, ces temps-ci, ils parlent qu'il va en manquer pour le temps des fêtes, là, puis Ah oui? mais Chris, ouais, 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 il y a comme je sais pas trop ce qui se passe, là, les moyens de pression, puis c'est ça, les syndicats là-dedans, puis tout, là, tu sais, puis j'ai croisé ça ce matin aux nouvelles, tu sais, puis mais pendant la pandémie, il y en aurait jamais eu assez, tu sais, je Ah, suis c'est clair. incapable d'étancher ce soif-là, là, ça aurait été Mais tout épouvantable, le tu sais. drama aussi autour, c'est que Ben oui, je m'imagine être seule chez moi, saoule, devant la télé qui me dit que je vais mourir d'un virus ben, tu sais, moi, qui quand ils ont légalisé le cannabis, ça a été la même affaire, puis oui. ça aurait été la même affaire en pandémie. Tu sais, moi, un de tu sais, c'était un de mes péchés mignons, pas très mignon, mais tu sais, c'était un de mes péchés, mais tu sais, la légalisation du cannabis, ça a été, tu sais, ça m'a rentré dedans, tu sais. Moi, je suis près aussi des réserves, mais je dis près, tu sais, Mmh mh. il y a une des plus grandes boutiques sur les réserves, elle est pas loin d'ici. Puis pour de l'huile de CBD là, qui a aucun agent de psychoactif, là, Mmh j'étais allé mh. chercher dans la boutique. Puis, tu sais, je suis rentré là, puis ça a été comme, tu sais, ça m'a rentré en plein visage en me disant, Chris, que je suis chanceux que, tu sais, ça n'existait Ah. pas, tu sais, parce que ça aurait été épouvantable, là. Et Tu sais, le je sors jour ah ouais, le jour là que le verre de vin te passe sous le nez puis que ça te donne mal au cœur, que tu dis: «Hey, où ça ça te fait pue rien. bien». Non, mais dans le sens, ça pue bien cette affaire-là. Moi, Oui. je me souviens, il y a comme je pense qu'il y a un an, je sais pas où j'étais, mais en tout cas, il y a comme un verre de vin qui m'est passé sous le nez. Je me suis dit: «Hey, ça pue bien cette affaire-là». Écoute, c'est quand même des jours où ce qu'on se dit: «Ah, ma vie a changé». Non, mais c'est Le sans jugement, ma vie Non, est absolument. pas la même. Ça Puis a c'est pas à rien propos à des voir. autres, tu sais, Exact, puis c'est souvent exact, pas à propos des autres. Tu sais, moi, exact. le premier constat de l'ivresse, moi, ça a été, un grand jour, tu sais, c'est-à-dire le soir où est-ce que tu es avec un paquet d'amis qui sont pas des gens, abstinents et qu'à pas longtemps en fait, certains moments, tu as pas 11 fini le heures 30. souper. Oui, Tu sais, c'est ça. tu pas Oui, fini le souper encore, là. oui, oui. Puis là, tu regardes autour de toi, puis là, tu réalises que le discours est Complètement. complètement Ah oui.
perdu, là, tu sais, Parfait, les écoute. ch parlent de plus en plus fort, puis on dirait que ça se fait, tu sais, à un moment donné, tu fais: «Voyons, Chris», on dirait que tout le monde crie, tu sais, Ouais, ça ouais. parle fort, puis ça parle plus fort un que l'autre, puis là, tu écoutes qu'est-ce que ça crie, tu sais, puis là, tu dis: «Mais ça dit n'importe quoi», puis ça va vite, là, tu sais, puis à un moment donné, OK, puis je vais toujours me souvenir, c'était bon, peu importe ce qui était l'événement, mais ma belle-sœur était enceinte. Puis là, c'est un soir où ça a dégénéré. Tu sais, c'était Mmh. fou, là. Ça n'a aucun Christ de bon sens. Puis ma belle-sœur était venue me voir, puis elle était venue à l'oreille, puis elle m'a dit: «C'est-tu tout le temps comme ça?» Puis ben, Eh, là, à soir, c'est c'est un un bon solide, là, soir. tu sais, c'est un Un bon bon soir, soir, là. une bonne répétition. Mais la courte réponse, c'est oui. Tu sais, le décalage, Ouais. oui. Tu Et moi, sais, oui. tu sais, on parlait des croyances tantôt, là, il y en a une qui me vient d'esprit. Moi, là, j'étais convaincue que j'étais plus intelligente quand je buvais. J'étais Mmh. convaincue que j'étais plus intelligente que ça me rendait intelligente, que ça me donnait des idées, tout ça, puis que, tu sais, je pouvais discourir, puis changer le monde, puis avoir plein de choses intelligentes à dire. Ce que tu viens de dire, là, c'est ça que ça me fait penser. C'est que quand je suis dans des soupers ou dans des endroits comme ça, je me dis: «Oh my God». Là, je m'entends parler, là, dans le temps. Mais oui, Je me c'est dis: fou. «Hey, j'étais pas si brillante que ça». Non, 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 c'est ça, on shine pas par, l'intelligence de nos propos, dans ces situations-là. Janilène, merci énormément de ton temps. Merci à toi. Hem, c'te c'te Ce projet-là de podcast me fait triper parce que justement, ça m'amène dans toute une tonne d'avenues, tu sais, puis ça rouvre mon esprit sur une tonne d'affaires, tu sais. Puis s'il y a une chose que je veux que les gens qui écoutent le podcast gardent en tête, c'est justement cette ouverture-là d'esprit d'avoir euh, sur la quantité infinie d'options qu'il y a de, un, s'améliorer, de trouver un moyen de trouver la paix dans l'abstinence, dans la sobriété, puis que justement, tu sais, il y a une liste infinie de façons de devenir un meilleur être humain puis d'être en paix. Tu sais, c'est surtout la paix, je pense que c'est probablement ce qui est le plus important. Tu sais, parce que c'est beau arrêter de boire, mais tu sais, tu peux être en train de manger tu sais, les coins de table parce que tu as soif, asti, puis t'es ses breaks, puis tu capotes. Tu sais, puis c'est pas mieux. Là. En fait, ça devrait pas être ça, être abstinent. Tu sais. Non. Euh, puis tu présentes un des outils de ce coffre d'outils-là, puis t'es le témoignage de que tu as regardé tout ce menu-là, tu sais, d'options, puis tu en as probablement là-dedans laissé comme tu en as Exact. adopté, mais tu sais, je trouve que c'est un beau témoignage que tu fais, tu sais, à justement dire, tu sais, ferme pas ça, là, tu sais, ces espèces de volets-là, tu sais, puis mets pas d'œillères sur c'est quoi la bonne façon, tu sais. Puis, puis ouais, j'apprécie beaucoup le temps que tu as pris pour participer, vraiment. Bien, merci, ça a été un plaisir et puis, on se fait un épisode en anglais dans quelque Absolument. temps. Janilane, avant de partir, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Je prendrais OK. oublié ça. En fait, hypnocoach.ca, hypnocoach.ca, c'est mon site web, c'est la façon la plus simple. Vous pouvez m'écrire à JT comme Jeanne-Hélène Turcotte, jt@hypnocoach.ca, jt@hypnocoach.ca et vous pouvez m'écrire simplement, je réponds à tous mes courriels et Super. voilà. Merci beaucoup. C'était Merci, vraiment un beau moment. Merci. Fais attention à merci, toi. Salut. absolument. Bye bye.